Bonjour à tous. Guérir par l'écriture, voilà, c'est une question singulière qui n'aurait peut-être pas trouvé à se poser il y a quelques années. Il se fait qu'elle m'a beaucoup occupé comme écrivain et thérapeute par ailleurs. En écrivant ce texte, je me suis senti déporté depuis la question des effets thérapeutiques, des bénéfices de l'acte d'écrire, guérir par l'écriture, jusqu'à ce qu'il en est de ce qu'on pourrait appeler les blessures inguérissables, ces dites blessures qui obscurément sont à la source de l'écriture chez les écrivains. C'est un autre sujet, mais c'est un peu la suite de la même préoccupation. Aussi, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de vous proposer deux communications qui se suivent, courageusement, donc en avril et en mai, guérir par l'écriture et non, jamais guérir, ça sera en mai. Ce doublet est un peu inhabituel. Je livre ici des clés de compréhension qui me sont personnelles. Les questions resteront bien sûr ouvertes. Je n'ai d'autre prétention que de susciter le débat. Alors, je vais aller assez vite sur mon texte. Je crois que vous en disposerez plus tard. De temps en temps, je ferai quelques petits sauts. Je crois que tout le monde disposera du texte plus tard. Sinon, ça va faire très très long et peut-être un peu austère. Depuis quelques années, quelques dizaines d'années même, la question de l'écriture comme voie thérapeutique s'est particulièrement épanouie à la faveur de ce courant qu'on appelle l'art-thérapie. L'art-thérapie est un étrange mot valise qui associe audacieusement la démarche créative et la démarche thérapeutique. Depuis 2 ou 3 décennies, la discipline s'est invitée dans les hautes écoles, les universités, où il existe à présent des formations reconnues. Les ateliers d'expression artistique sont désormais nombreux dans les institutions de soins psychiatriques. Les ateliers d'écriture revendiquent plus souvent une visée thérapeutique. La justification théorique de cette mise au travail de la personne grâce à des propositions créatives découle de postulats assez simples, selon lesquels toute expression artistique, de par sa dynamique d'expression, permet au sujet de s'extérioriser, de déposer ses nœuds conflictuels, on met des guillemets, voire de donner forme à ses impensés. À cette formulation un peu sommaire, à la fois croyante et crédule d'une tradition nord-américaine, par exemple, répondent des formulations plus fines, mais très marquées par la psychothérapie analytique. Des ateliers artistiques qui sont considérés comme des supports, des espaces de médiation sur lesquels peut surgir après coup une parole, et c'est ce processus de la parole sur l'œuvre qui va authentifier les aspects thérapeutiques de la démarche. D'autres théories plus complexes postulent qu'une personne mise au travail par la création va s'engager dans une forme de parcours symbolique qui ne sera pas sans effet d'évolution personnelle. On pourrait s'arrêter longuement sur cette expression de parcours symbolique dont la formulation compacte, idéalisée, ouvre une multitude de nouvelles questions, car qu'est-ce qu'un parcours en art? Qu'est-ce qu'un parcours symbolique? Et les mots n'ont-ils pas des harmonies un peu différentes selon qu'ils appartiennent au vocabulaire de l'art, de la critique artistique ou au lexique des théories du psychisme? C'est dire qu'entre art et thérapie, entre écriture et thérapie, il y a au moins un écart, un intervalle. Guérir par l'écriture, aller mieux par l'écriture, voilà une proposition qui ne va pas nécessairement de soi. Par essence, le processus de création échappe au moins en partie à son créateur. C'est dire qu'il y a entre le créateur et son œuvre un rapport qui est loin d'être de simple causalité. Invité après coup à parler de son geste artistique, le créateur va d'ailleurs évoquer le plus souvent l'idée que ça le traverse. Ça passe au travers de lui, ça crée. En tant qu'auteur, il ne fait que mettre en place les conditions du traversement, suspendant au moins en partie l'instance de contrôle, comme le rêveur se laisse traverser par le flot d'images dont au réveil il tentera de faire récit.
Lorsqu'on s'immerge dans les écrits d'artistes, peintres, écrivains, penchés sur la jeunesse de leur travail créateur, on rencontre d'ailleurs très souvent des formules métaphoriques où le jeu, le sujet de l'intentionnalité, le sujet conscient n'est plus tout à fait en tête de la phrase. Ni serviteur soumis, ni maître absolu, mais simplement intermédiaire, écrit Paul Klee. Le poète n'est pas maître chez lui, poursuit Henri Beauchot, je le cite assez longuement, ce n'est pas moi qui vais vers le poème, c'est le poème qui vient vers moi. Cela commence par un son, un rythme, une image, et j'ai soudain le désir, l'espérance d'écrire un poème. Je ne sais d'où surviennent ces sensations inattendues, je vois seulement qu'elles sont en mouvement et que pour les retenir, je dois me faire mouvant vers elles, je m'avance dans la pesanteur et la liquidité des mots, j'entre dans leur jeu. De témoignage en témoignage, nous voici introduits par des métaphores, des renversements de perspective, des contre-pieds poétiques vers ce qui semble le paradoxe fondamental de l'art de créer, de l'acte de créer. Créer, c'est pratiquer au fond une forme de mise en retrait, d'effacement du moi au profit de l'œuvre en devenir, et cette phrase de Simone Weil, la création consiste moins à s'étendre qu'à se retirer. Dès lors, à l'horizon de l'œuvre, il n'y a que l'œuvre. Tout projet, toute tentative trop appuyée du sujet créateur se doit de céder la place à la dynamique de l'œuvre au travail, ses nécessités, ses aléas, ses ouvertures. C'est dire que l'équation de départ n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Adjoindre le mot thérapeutique au geste artistique, comme on userait d'un outil dans une intention particulière, c'est au mieux une croyance partagée, au pire une source de malentendu. Ici, la métaphore de la perle et de l'huître, c'est parce que l'huître a été blessée en un endroit qu'elle finit par produire par petites couches de nacre ce qui deviendra sa perle. Mais qu'y a-t-il de l'huître dans la perle? Et vraiment, pourrions-nous connaître l'huître si nous prenions connaissance de sa perle? Parmi les différentes voies artistiques, la littérature a ce site particulier qu'elle est chevillée au langage des mots, à ce symbolique qui nous a constitués depuis tout petit dans notre rapport au monde. Comme la peinture, comme d'autres arts, elle implique par ailleurs une surface d'inscription, de fixation. L'écrit se fixe, et par là où il est fixé, il se relance. Il y a, écrit Julien Gracq, cristallisation, et la cristallisation n'est pas la vérité d'un élément, mais seulement son état stable, à une certaine température et dans un certain milieu. Ainsi va la vérité que dispense l'art, non pas opposable à l'erreur, mais plutôt à l'indistinct, au labile, à l'informe. Fixation, donc. Par ailleurs, la littérature, qu'elle soit fictionnelle, auto-fictionnelle, autobiographique, est aux prises avec la notion de récit. Ceci excepté la poésie qui se risque en zone de musicalité, en zone d'appel, en zone blanche. Il faut dire que le récit, la mise en forme racontée, historiée, est depuis toujours notre manière de nous adapter au tremblement du monde, de métaboliser les à-coups du réel, de les intégrer, de les faire nôtres tout en les partageant. Toute violence, toute agression ressentie, même mineure, peut être à l'origine d'une rupture, une césure, un trou, un irreprésentable que nous allons tenter de combler par un premier récit, un récit second, un récit troisième, avec un jeu d'ellipses différencié pour arriver à intérioriser l'expérience malaisée ou traumatique. Récit. Le processus psychanalytique peut se voir aussi sous l'angle du récit. Des récits successifs, récits en pelure d'oignon, comme autant de pots d'histoire qui tombent dans cette scène si particulière que les analystes appellent la scène du transfert, où le récit au présent viendrait peu à peu côtoyer, éclairer, chevaucher le récit au passé.
grâce à ce processus, aussi longtemps qu'il est un processus sous la conduite de l'analyse, quelque chose finit par se détacher, se déposer, dégageant pour l'analysant un espace d'avancée, la possibilité pour lui de passer enfin à autre chose, se replacer dans le mouvement du vivant. Le récit dans l'écriture ne procède pas de la même façon. L'écriture du récit. Car ici, c'est l'écrit seul, l'écrit tel qu'il se fixe, qui est à l'horizon du travail, et en lien avec l'écrit, l'espace potentiel d'accueil par le lecteur. Le processus n'opère pas de même façon, même s'il y a aussi un certain effet de décharge dans l'œuvre, un certain degré de dépôt et même une forme d'économie du dépôt, un peu comme au cours de certains rêves où quelque chose se passe au fond du sommeil, derrière le paravent de l'oubli, dans un autre monde baroque, étrange, picaresque, et ce quelque chose peut nous laisser au matin curieusement apaisés. Le récit, quand il est fictionnel, résonne des histoires racontées dans l'enfance qui sont de majestueuses métaphores. Ces histoires vibrent elles-mêmes des histoires mythiques qui ont façonné notre imaginaire collectif. Plus proche du soi, le récit autobiographique cherche à s'appuyer sur des éléments vécus et tenter là un lien de suite recréé à distance des événements, un continuum textuel qui peut permettre le dépôt, la conjuration, la preuve par l'histoire de ce qui a surgi, frappé, déferlé, en dépit de tout entendement. Depuis 3 ou 4 décennies, on assiste en littérature à l'avènement de l'autobiographie, plus ou moins romancée, saluée désormais comme autofiction à la place de Dubrovsky. L'onction de l'histoire vraie, de la narration vécue, devient peu ou prou le must de toute œuvre littéraire ou cinématographique. Tremble l'idée que le jeu du créateur n'est plus tout à fait un autre. Cela me conduit à parler de l'écart fictionnel, soit l'écart entre la vie et la fiction que chaque écrivain entretient. Il doit y avoir une sorte de loi qui établit que plus l'auteur écrit loin de lui, loin de son expérience personnelle, avec une stratégie du détour marquée, plus il œuvre en liberté, avec audace et aisance, mais plus il prend le risque d'évoluer loin de son foyer d'écriture pour finir par faire œuvre de virtuosité sans plus. À l'inverse, un auteur, une autrice qui joue d'un écart fictionnel serré perdra en aisance de jeu ce qu'il ou elle gagnera en effet de réel et en force d'adhésion. Pourtant, le traitement littéraire est parfois totalement abouti dans les œuvres autofictionnelles, ce traitement qui permet la translation du privé vers l'intime au sens de l'intime universel. Je pense à l'œuvre de Annie Ernaux, par exemple, qui a travaillé de sa vie, de quelques moments de sa vie, ses amours, ses souvenirs, voire l'esprit du temps où elle a grandi. En serrant ainsi de près les événements vécus, se guérit-elle, si elle se guérit, plus efficacement que si elle usait d'un écart fictionnel plus ample. Rien n'est moins sûr. Tout se passe, il me semble, comme si l'écart fictionnel était presque un donné par nature. Le narrateur que nous projetons auteur à une certaine distance de nous-mêmes authentifie une manière de tessiture comme on parlerait d'une tessiture de voix, soit une zone du spectre où sa voix est la mieux timbrée et la plus libre. À chaque auteur d'affiner son art de raconter, son talent d'affabuler, à la distance avec lui-même qui lui correspond selon sa propre tessiture fictionnelle. Dans l'histoire de la littérature, comme d'ailleurs dans certains textes fondateurs de la psychanalyse, c'est l'expérience traumatique qui est souvent au cœur de l'enjeu d'écrire. Écrire pour réinstaller un récit premier, second, écrire pour déposer, recréer la scène sur une surface d'inscription afin de s'en détacher, écrire pour ainsi remobiliser, faire jeu avec les représentations figées par l'effroi. Le rêve n'agit pas autrement. Lorsque jouant librement, plastiquement avec les figures du réel, il travaille à en métaboliser les imprévisibles saillies, s'en prend
Kertész, Primo Levi, Aaron Appenfeld, nombreux ont été les écrivains qui, marqués par la catastrophe génocidaire, ont fait l'expérience que les mots, la confiance dans les mots, pouvaient permettre de survivre, cette confiance supposant par elle-même l'expérience fondatrice d'un en-deçà des mots. Par les mots, un récit s'organise. En un second temps, il cherchera des voies de fictionnalisation, jouant sur les figures de la sidération traumatique pour permettre à celui qui écrit de prendre peu à peu distance, se détacher de l'horreur, voire retrouver autour de zones rémanentes d'horreur un recommencement de maîtrise. Avec à l'esprit l'écho de ces écritures de la survivance, il n'est pas interdit de penser que le traumatique gît parfois, gît souvent sous la ligne mémorielle du conscient dans nos vies pourtant beaucoup moins éprouvées. Et l'on pourrait dire que nous écrivons tous sur des petits traumas oubliés, recouverts, des lieux où s'est déchirée l'enveloppe langagière qui nous protège. Comme les rêveurs, à la distance fictionnelle qui nous correspond, nous réinventons un monde dans les parages de notre blessure, nous cherchons à nous guérir. Le rêve, comme le roman, procède par déplacement, détournement, travestissement, mise en image. Il ne connaît pas l'abstraction. Il n'explique pas, il montre, il suspend l'énonciateur de la phrase, il court librement d'image en image. Le moi du rêveur est donc en retrait, dans un infime et subtil après-coup. Seulement alors, celui-ci reconstitue le rêve s'il a le bonheur de s'en souvenir. À la table du rêve comme du roman, l'auteur est un peu à toutes les places et pas seulement à l'endroit du narrateur, ce qui n'est pas sans étrangeté. À tout ce qui fait effraction dans le réel, à tout ce qui met à mal, un tant soit peu l'enveloppe du langage, le rêve réagit en inventant des histoires curieuses, en jouant d'intrigue, en mêlant comme aléatoirement les personnages, les situations, comme pour tenter des reprises partielles de ce qui a débordé en l'enveloppe langagière et a fait matière de rêve, voire très légèrement trauma. Si le processus d'écriture est vivant, si le texte est porté jusqu'à son terme, on peut penser et croire qu'il en découlera des bénéfices pour le sujet qui est écrit, bénéfices que l'on qualifiera de surcroît, de ce même surcroît qu'évoquait Freud lorsqu'il pointait les effets thérapeutiques d'une aventure psychanalytique aboutie. Surcroît. Ces récits sont posés sur la page, dans un certain écart fictionnel. Observons d'emblée comme cet écart fictionnel, le détour par cet autre jeu, nous engage éventuellement dans une voie inconnue et qui va nous mobiliser par surprise. Cette mobilisation première, ce simple effet de mouvement par le canal de l'écriture, est en soi un premier effet de surcroît. On a pu appeler ça l'agentification. L'imagination, disait Pierre-Jean Jouve, peut se définir comme un libre rapport à l'inconscient. L'imaginaire est une dimension essentielle de notre relation au monde. Nous réinventons sans cesse le monde pour mieux en prendre distance et nous y adapter. Notre imaginaire serait-il gelé, figé, appauvri, que nous en deviendrions plus vulnérables? C'est ici qu'intervient cet effet de mise en jeu que permet le processus artistique. Proposer des consignes d'écriture surprenantes, littéralement exorbitantes, user du dispositif théâtral pour indiquer au-delà de cette ligne on joue, on entre dans la jubilation enfantine du comme si, on découvre un espace de possible jubilation, c'est faire gagner l'imaginaire en amplitude et en souplesse. C'est un autre effet thérapeutique de surcroît. Fixé dans une forme, un texte peut en arriver à susciter une étrangeté chez celui-là même qui l'a écrit. C'est le paradoxe de la création. Quelque chose a été déposé sur la page et le voici doté d'une vibration propre.
L'objet texte est là, à la fois fruit d'un travail personnel portant la marque intime de son auteur et pourtant donné, accordé à l'autre, à ce niveau d'humain et d'universel qui est celui de toute forme d'art. On dira quelque chose est détaché, quelque chose est donné. Se détacher n'ira pas sans effet d'apaisement, selon cette dynamique de dépôt dont nous parlions. Se donner n'ira pas sans effet de reconnaissance, puisque l'œuvre est reçue, accueillie au cœur de cette vaste chambre de reconnaissance qu'est l'art, la littérature. Le besoin d'être reconnu, faut-il le dire, est au creux de toute adresse à l'autre, au cœur de toute demande thérapeutique. Se sentir reconnu à travers une œuvre, quelle que soit la part de diffraction de la lumière de l'œuvre, c'est un peu se sentir réuni dans la communauté des hommes. Parfois, l'enveloppe langagière est abîmée, déchiquetée. Ce n'est pas cette étoffe serrée et souple qui, à la fois, nous contient, nous protège du réel et nous y permet une adaptation fluide, organique. C'est un tissu durci par endroits, rigide, et il arrive même que toute l'enveloppe parte en lambeaux. Les intrusions débordantes du réel en viennent alors à toucher le corps de l'être, faire vaciller les repères du soi et de l'autre, faire sauter les digues du corps. La plus juste compréhension de la psychose passe, il me semble, par cette métaphore de la défaillance de l'appareil langagier comme enveloppe protectrice et adaptatrice. Le fait que la défaillance de l'appareil langagier est première dans la psychose, le délire étant bien sûr à considérer comme secondaire, justifie que celle-ci fasse l'objet d'un traitement particulier lorsqu'on tente d'ouvrir la question guérie par l'écriture. Car la psychose nous enseigne toujours, même si son enseignement est difficile à saisir. Philippe Lecoq nous a parlé avec tant de finesse et de nuance d'Hölderlin. J'évoquerai la discrète figure d'Henri Bergère et cet écrivain majeur ce saisissant crucifié littéraire que fut Antonin Artaud. Henri Bergère est ce qu'on appelle un auteur d'art brut. Son histoire est unique. Né à Chicago en 1892, il meurt dans l'anonymat complet en 1973. Un an auparavant, alors qu'il a 80 ans, son propriétaire est contraint de le placer dans une maison de retraite et de vider sa chambre. Il fait alors une découverte extraordinaire. Sous un indescriptible fatras, il y a là une œuvre monumentale. Près de 30 000 pages de texte, des centaines d'illustrations graphiques, relatant pour l'essentiel une immense saga guerrière où 7 petites filles, nommées Vivian Girls, sont aux prises avec des armées de méchants adultes dits glandéléniens dans le cadre d'un conflit sanglant avec les armées chrétiennes. La saga est inachevée, bien sûr, le texte bourré de néologismes, ravaudé de plagiat dans une cohérence toute relative, mais une cohérence cependant. Les illustrations graphiques, par contre, ces petites filles qui gambadent, frêles et gracieuses au milieu des carnages, font les délices des musées d'art brut de par le monde. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire d'Henri Bergère, c'est que de son vivant, il n'a jamais été reconnu par quiconque, et sans doute ne le souhaitait-il pas. Aucune présence de lecteur, aucun témoin, regardeur, aucun détaché donné à l'autre. La saga des Vivian Girls, il la gardait pour lui comme une matière profuse, vaguement délimitée, faisant office de filtre protecteur, de membrane filtrante, de prothèse extravagante qui tenait tout contre lui, qui ne la quittait jamais, au cours d'une existence qui fut, on le sait, solitaire et totalement effacée. Il enchaînait des petits boulots dans un hôpital. C'est là où l'œuvre écrite, l'œuvre peinte, la grande saga des Vivian Girls a pu compléter son bricolage existentiel et maintenir en l'état son fragile ajustement au monde, non pas le guérir sans doute, mais lui permettre de ne pas tout à fait sombrer. Dès son plus jeune âge, Antonin Artaud ressent les effets de ce qu'il appelle un effondrement central de l'âme.
On sait les péripéties qui le conduiront en Irlande en 1937, après son voyage au Mexique chez les Tarahumara, l'internement à Sotteville-les-Rouen, à Sainte-Anne, Villévrard pendant 4 ans, enfin Rodez de 43 à 46, et puis une maison de santé à Ivry pour les 2 dernières années de sa vie. Le délabrement psychique complet à partir de 37, l'envahissement délirant, les hallucinations, la lutte pied à pied avec les démons, les sorts, les initiés, ce qu'il appelait les initiés, la perte même du nom. Puis à Rodez, dans la clinique du docteur Ferdière, la reprise progressive de l'écriture, une écriture sur laquelle s'appuyer pour tenter de guérir. Il faut dire qu'à Villévrard, Artaud était un homme sans autre identité que celle d'aliéné chronique, confiné comme du bétail humain dans l'effroyable réalité qu'était l'asile, et l'asile en temps de guerre, de privation. À Rodez, il est accueilli chez le docteur Ferdière, qui le considère comme le poète, l'écrivain qu'il était. Il existe comme l'écrivain qu'il était. À Rodez, il y eut donc cette reconnaissance préalable d'Artaud par Ferdière. Il y eut bientôt des sollicitations, des demandes de traduction instigées par le médecin, traduction notamment de Lewis Carroll. Puis à Rodez, un certain régime d'exception qui va lui permettre de renouer les liens avec les figures littéraires qu'il a connues et reprendre peu à peu le fil de sa propre écriture. Tout ça, plus ou moins bousculé par les séries d'électrochocs. Écrire reprend alors tout son sens. Écrire envisagé alors comme un fer qui va engager la sensorimotricité, le corps et la graphie dans toute sa matérialité. Dès qu'Artaud reprend pied dans l'écriture, se remet à la tâche dans ses petits cahiers, toujours des tout petits cahiers. Il veut prendre la langue par le corps, jour après jour, déverser, excréter les signes, les projeter à la fois sur le papier et dans l'air de la pièce, les expulser, les prolonger par son corps, souffle, rythme respiratoire, vocalisation, cherchant à dresser peu à peu un corps œuvre, un corps xylophène. Le corps, cette multitude affolée, cette espèce de mal à souffler, qu'il entend mobiliser de toute son énergie, associant gestes, mots, coups de poing, vocalise, éructation, vocifération, une langue scandée, pulsée, concassée, crachée, une langue entre son et sens, gardée de signes, trouée de glossolalie, traversée de fulgurance. Sans doute, aucun écrivain n'aurait-il fait montre d'un tel engagement corporel dans l'acte d'écrire, d'une telle recherche d'appui physique dans et par la langue pour tenter de se hisser au-dessus de ce qu'on pourrait appeler les forces internes de destruction. Tragiquement, héroïquement, la langue est investie comme un corps nouveau, en place de ce qui est ressenti comme un corps dévasté. La langue à sentir, à toucher, à saisir, à projeter, afin de redonner du bord au sujet et faire barrage autant que possible à l'effondrement central. La langue extrême, comme lieu de projection de sa bataille et par laquelle il cherchera jusqu'à sa mort à se guérir de sa mésincarnation, de sa malnaissance, guérir la vie. De la pratique des ateliers d'écriture à visée thérapeutique jusqu'à ces grands noms de la littérature, nous avons glissé vers ceux qui ponctuellement, depuis ceux qui ponctuellement sont mis en mouvement par le processus d'écriture, vers ceux qui en ont fait leur destinée. C'est là qu'une nouvelle question s'ouvre, qui subvertit peu à peu la première question, guérir par l'écriture. Mais que se passe-t-il donc pour l'écrivain, celui, celle qui étreint cette carrière étrange, ce métier du jour et de la nuit, cette œuvre à poursuivre sans relâche? Kafka me disait affecté d'une folie tenace. L'écriture étant pour lui ce qu'il y a de plus important sur terre, comme peut l'être son délire pour celui qui est fou, je cite Kafka, ou pour une mère sa grossesse. Et ne devrait-on pas ici inverser la formule, guérir de l'écriture, plutôt que guérir par l'écriture?
car de toute évidence, il y a quelque chose là qui ne se calme pas par l'écriture. Il y a un projet toujours à remettre sur le métier. Il semble même que s'y profile une sorte de béance, une blessure d'origine, à partir de quoi l'écriture s'éploie, l'œuvre se développe, comme elle peut à tâtons, de livre en livre. Quand on sort tout de soi, tout un livre écrit d'Horace, on est forcément dans l'état particulier d'une certaine solitude qu'on ne peut partager avec personne. On ne peut rien faire partager. On doit lire seul le livre qu'on a écrit, cloîtré dans le livre. Seul, le créateur au milieu de ses ombres, seul dans son travail opiniâtre, seul et sans doute trop attentif à la reconnaissance par l'autre, au point de rechercher trop souvent cette réassurance de l'ego que pourraient procurer les autres, dans un monde qui aime tant les figures iconiques sur ce vertigineux plateau tournant qu'est devenu la société du spectacle. Parler de blessure, c'est user d'un mot du corps, blessure originelle. User d'un mot qui, pour les uns, indique une souffrance à apaiser, pour les autres, la source obscure et la potentialité d'une œuvre. On entrevoit soudain que mêler art et thérapie, c'est écouter deux maîtres qui parlent des langues un peu différentes. Guérir par l'écriture ou guérir de l'écriture, quelques bénéfices qu'il en ressentent. Chaque écrivain est lancé dans une aventure personnelle dont la visée, les nécessités excèdent et de loin la pure dimension thérapeutique, ce qui console, ce qui apaise, ce qui désencombre. De céder ainsi régulièrement à cette quête, il n'est d'ailleurs pas certain qu'il se trouve mieux dans son être et dans sa vie. Car pourquoi écrit-il au fond? Et qu'est-ce qui le pousse chaque nuit, chaque matin, à se remettre au poignet cet anneau d'exigence, ce bracelet sacrificiel? À la question rituelle, pourquoi écrivez-vous? Les réponses des écrivains sont souvent minimales, embarrassées, parfois des réponses de posture ou des réponses esquivées. Bocassa, Maugret, Beckett. J'écris pour moi, pour mes amis et pour adoucir le cours du temps. Et l'idée Borges avec nostalgie. Les maniades platoniciennes, l'amour, les muses, la mantique, l'ivresse mystique, quand elles nous habitent, donnent souffle à notre vie. Un jour, nous y cédons, des loyautés profondes, des filiations occultes nous y ont conduit, et soudain nous voici entrés dans une autre temporalité. Les questions quittent alors le champ du thérapeutique. Écrivain, je n'écris pas pour aller mieux, pas nécessairement. J'écris parce que je ne peux pas m'en empêcher. J'écris pour continuer ce qui fut entamé un jour, presque à mon corps défendant. J'écris pour accomplir par cette voie étrange une espèce de destinée. La question insiste. Écrivain, pourquoi écrivez-vous? Quel est ce point d'ombilique à partir duquel, pour vous, tout commence? Quelle serait cette blessure ou cette béance première que tente de combler l'écriture, sur laquelle elle ne cesse de poser ses inscriptions, contre quoi elle tente des réponses toujours nouvelles? À l'origine de l'écriture, quel est cet inguérissable? Je partirai de là le mois prochain pour la deuxième partie de cet exposé. Je vous espère n'avoir pas été trop abstrait ou trop austère et vous remercie de votre écoute.